Salut Alexia. Salut Jean-Philippe. Merci de revenir dans l'émission et d'avoir accepté d'animer Parlez-moi d'IA pour une ou plusieurs émissions d'ailleurs en fonction de tes envies et des sujets qui t'intéressent. Je suis vraiment super contente d'être là. Merci pour la proposition. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur pourquoi Pourquoi tu es là? Ouais, sur la démarche? Sur la démarche globalement. Écoute, j'avais très envie que Parlez-moi d'IA devienne une aventure plus collective, ça c'est depuis un moment. Il y a pas mal de choses qui vont arriver au fur et à mesure. On a plein de projets collectifs dans les cartons. Et puis du coup, je le dis depuis le début, Parlez-moi d'IA, c'est un voyage en IA-stan, tout simplement. Et très chères auditrices et très chers auditeurs, comme pour certaines émissions de voyage, il peut y avoir finalement plusieurs animateurs ou trices qui vont vous emmener en fonction de leur sensibilité, de leur angle de vue, et qui vont vous accompagner dans cette déambulation dans l'IA-stan. Et je suis sûr que vous allez adorer le style d'Alexia. Et nous, on se retrouve dans une prochaine émission, tout simplement. Tu vas parler de quoi, du coup, Alexia, aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va prendre 30 minutes pour s'intéresser au sujet des biais. Les biais dans l'IA et, à l'inverse, comment on peut utiliser l'IA pour déconstruire les biais et ouvrir le dialogue. Super, avec une super invitée, je crois. Bon, tu es prête ? Oui, allez, c'est parti ? On peut lancer le générique ? C'est parti. Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune.fm et sur son app mobile, sur la bande FM à Paris sur 93.1 et en podcast sur votre plateforme préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ou un petit pouce sur YouTube. C'est notre seule récompense et ça nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et... c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va explorer un sujet qui me tient à cœur. Les biais dans l'IA. Les biais cognitifs, nous en avons toutes et tous. Et heureusement. C'est ce qui permet à notre cerveau de traiter de l'information suffisamment rapidement pour prendre des décisions et apporter un jugement. Mais ça pose problème quand ces biais intègrent des représentations racistes, sexistes, validistes et j'en passe. Tout l'enjeu est donc de les repérer, les challenger et s'assurer qu'ils ne viennent pas s'immiscer là où ils peuvent être dangereux. Surtout qu'on sait que les solutions d'IA amplifient ces biais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a de la chance parce que notre invitée d'aujourd'hui s'y connaît en la matière. Elle a même créé une entreprise, Unbias, qui vise à débiaiser les modèles d'IA. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans son approche, c'est qu'elle aborde aussi la question sous un angle qu'on voit moins souvent. Comment utiliser l'IA pour déconstruire ces biais, pour créer les conditions afin d'instaurer le dialogue et réfléchir à ce qu'on veut et peut mettre en place pour obtenir plus d'inclusion. Bonjour Daphné Marna. Bonjour Alexia. Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Merci de me recevoir. Je suis ravie de vous recevoir ici. Vous êtes CEO d'Unbias, une start-up qui permet de mesurer les biais et propose des solutions concrètes pour les corriger. Mais avant tout ça, vous venez du monde de l'anthropologie. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours et sur comment vous en êtes arrivé là ? Alors oui, de formation, je suis anthropologue de l'innovation et de la consommation, formée par Bruno Latour et Dominique Desjeux. Et Bruno Latour s'est toujours intéressé, un de ses bouquins connus, c'est La vie de laboratoire, de l'émergence des technologies ou de la science, et en disant que ce n'était pas que le fait de la science, c'était aussi les jeux d'acteurs, les jeux économiques, il y avait plein de choses qui faisaient qu'une innovation allait sortir des laboratoires. Et de ce fait, j'ai quitté l'académie assez tôt, parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas tellement de financement public-privé. Et donc, bref, j'ai pas vraiment pu continuer dans l'académie. Puis ça m'intéressait de mettre les mains dans le cambouis. Et j'ai très vite travaillé un peu aux États-Unis dans le monde de la tech. Et du coup, mon rôle a toujours été d'accompagner les différentes innovations. Donc j'ai travaillé sur les objets connectés, j'ai travaillé selon les tendances. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Comment je suis arrivée à ce qu'on appelle l'IA ? L'IA est une brique technologique de beaucoup d'innovations. Et moi, mon rôle a toujours été de travailler sur les interfaces humain-machine. Donc, par exemple, sur un objet connecté pour aider les diabétiques à bien suivre.
je donne un exemple comme ça, mais à bien suivre la variation d'insuline, mon travail, c'était de voir comment ils pouvaient communiquer ensemble. Donc voilà comment je suis tombée dans la marmite. Et puis c'est une rencontre amicale, le mari d'une de mes meilleures amies, qui lui est data scientist, donc très spécialisé dans l'entraînement algorithmique. Lors d'une soirée, il me dit, de toute façon, toi, avec les progrès qu'on a fait sur les IA probabilistes, ton métier va disparaître. Prépare-toi. Je dis, va me servir une coupe de champagne et on va en discuter. J'ai l'habitude que notamment les gens de la technique ne comprennent pas nos métiers, en fait, donc ont tendance à les dévaluer. Et puis, on a commencé à discuter, et il se trouve qu'on a quand même des valeurs communes, et on s'est très vite engueulé sur les biais. D'accord. Parce que de sa science ou de la mienne, ça ne veut pas dire la même chose. Et on a trouvé ça intéressant, en fait, qu'il y avait cet écart-là. Et voilà. Et c'était à l'époque aussi du rapport Villani en 2018, où il y avait beaucoup, beaucoup de choses écrites sur il faut une IA éthique, et nous, on trouvait que ça voulait rien dire. Et surtout qu'il n'y avait pas d'outils concrets, en fait, pour faire justement cette IA éthique. Et le Covid aidant et le confinement aidant, on a développé notre premier algorithme. Voilà. Ok, super. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, ici, on est dans Parlez-moi d'IA. Et je vous invite à parler des biais dans l'IA, aujourd'hui spécifiquement. Mais l'IA, c'est hyper vaste. Il y a plein de formes d'IA. Est-ce que vous, donc, dans vos algorithmes que vous utilisez pour débiaiser, vous vous adressez spécifiquement à un type d'IA ? Oui, et la question que vous posez est très importante parce que intelligence artificielle, ça ne veut rien dire techniquement. Et je trouve que c'est important, et des émissions comme la vôtre est très importante pour expliquer et être très clair sur la technologie. Parce qu'on nous raconte aujourd'hui beaucoup de choses, beaucoup d'imaginaires, beaucoup de fantasmes autour de cette techno. Alors, dans intelligence artificielle, ce sont des systèmes basés sur des algorithmes qui vont automatiser une tâche qu'un humain pourrait faire. Et dans ce cadre-là, il y a différents types d'IA, ou d'écoles d'ailleurs d'IA. Et leur différence, ça va être le fait qu'on donne des règles à l'algorithme pour exécuter ce qu'il a à faire, plus ou moins fortement. Donc il y a les IA déterministes, où là, tout est défini en avant, un peu comme un mode d'emploi Lego, où il doit suivre une manière de faire pour pouvoir exécuter sa tâche. Le truc bien avec ces algorithmes, c'est qu'ils sont très frugaux, ils sont très prédictifs, donc on peut les contrôler, ils sont très transparents, on sait de quoi ils sont faits. Par contre, ils s'adaptent peu au contexte et puis ils sont des fois un peu limités en termes de prédiction. On a l'IA symbolique qui a été jusqu'à, on va dire, le succès de tous les ChatGPT et compagnie, mais était l'IA dominante. Et c'est une IA aussi faite de règles, mais qui permet des complexités de tâches plus importantes. Et il y a cette IA, il y en a d'autres, mais il y a l'IA probabiliste, qui est celle dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui va se baser sur différentes architectures qui changent. Mais les architectures, c'est le transformer, c'est le T dans ChatGPT à la fin. Okay. Et leur boulot, on leur donne moins de règles. On leur donne par contre énormément de corpus de textes ou d'images pour qu'elles s'entraînent. Et la manière dont on les entraîne d'abord, c'est à deviner le mot le plus probable. C'est pas tout à fait le mot, mais c'est ça qu'on leur demande. Et une fois que cette première tâche est faite, on en fait d'autres. Mais il faut savoir que avec cette tâche-là et cet entraînement, ça crée aujourd'hui les IA que vous pouvez tester quand vous téléchargez Mistral ou ChatGPT. Ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est mis à fonctionner, alors que pendant très longtemps, ça ne fonctionnait pas, parce que le hardware, la puissance de calcul n'était pas au niveau, peut-être. Mais dans le monde de l'IA, pourquoi on dit qu'il y a eu une révolution ? C'est parce que, quelque part, moins d'intelligence a créé plus d'intelligence. Okay. Voilà, c'était très compliqué, les IA. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, les IA symboliques, déterministes. Il faut tout mathématiser. Et là, non, la tâche de ceux qui entraînent les modèles, la complexité algorithmique est beaucoup moindre. Au final, le perroquet, ça marche bien. Le perroquet, ça marche bien, ouais. Et donc, par rapport à Unbias, vous vous attachez particulièrement aux biais. Et concrètement, ça se manifeste comment, un biais dans l'IA ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'un biais que vous avez pu observer ?
Oui, d'ailleurs, tout le monde peut les observer facilement. Alors, je vais parler des IA, des modèles de langue, donc tout ce qui est derrière, justement, les IA dont on parle beaucoup, Mistral, ChatGPT et compagnie. Et donc, ce sont des IA qui sont entraînées sur des logiques probabilistes. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire quand vous allez lui poser une question ou lui donner un prompt? C'est d'aller vous proposer, aller chercher dans son apprentissage la réponse, on appelle ça une inférence, la plus probable. La plus probable, c'est quoi? C'est ce qu'elle va retrouver le plus fréquemment, en fait, dans tous les corpus qu'elle aura découpés et calculés. Et le plus probable, c'est souvent un peu le lieu commun. Et derrière le lieu commun, il y a souvent les stéréotypes. Donc très concrètement, si vous demandez tenez, un outil de traduction, donc vous utilisez Google Trad, DeepL, de traduire de l'anglais au français, par exemple, The nurse entered the room and he gave me my medication. La phrase dit « Un infirmier est entré dans la pièce et m'a donné mon médicament ». On sait très bien que c'est un infirmier puisqu'on a le pronom « he » qui est masculin. Et bien ça, je vous invite d'ailleurs, auditrices, auditeurs, à faire l'essai là maintenant. Elle n'arrive pas. Souvent, l'infirmier est un infirmière. Vous aurez beaucoup de mal à avoir une chirurgienne, etc., etc. Pourquoi ? Parce que même si on est dans une même phrase et qu'il y a le pronom qui indique très clairement qu'il s'agit d'un infirmier, statistiquement, elle aura plus trouvé d'infirmières dans son corpus d'apprentissage que d'infirmiers. Oui, ça fait disparaître les spécificités, le côté unique. En fait, non, c'est qu'elles vont vraiment chercher la probabilité et du coup, la logique d'aller chercher le pronom et la relation entre ces deux morceaux de phrase, token, enfin bref, elle va moins le prioriser. Ouais. Okay. Et vous, donc chez Unbias, vous faites comment pour corriger tout ça ? Alors, on développe des algorithmes. Donc, on fait aussi, c'est de la statistique, de la vectorisation. On fait pas mal de mathématiques pour justement... alors, avant d'interdire, on n'aime pas interdire, mais déjà mesurer à quel point la machine va amplifier ces corrélations. Parce que derrière les stéréotypes, ce sont des corrélations. Avec mathématiques, on va plus corréler. C'est une représentation implicite, le masculin. C'est comme ça, même si les mathématiques en français sont féminins. Donc du coup, on va mesurer à quel point, et ça se mesure mathématiquement, elle va privilégier ces corrélations. Donc déjà, ça donne à celle ou celui qui entraîne les machines une vraie indication de amplification de certains biais liés au genre en l'occurrence. Et puis après, on peut lui interdire ou minimiser ces corrélations. Ok. Et là, vous m'avez donné des exemples de biais, donc de genre. Est-ce qu'il y en a d'autres types de biais que vous avez pu observer ? En fait, les biais, il y en a partout. Alors, c'est là où la théorie de l'information, qui fait partie aussi de toutes ces sciences autour de l'IA, me dit, mais le biais, c'est formidable, t'es obligé d'en avoir. Parce que si tu n'as pas de biais, tu ne peux pas distinguer l'information importante parmi tous les signaux que tu reçois. C'est ce qu'on appelle discriminant. Discriminant, c'est pas un gros mot dans notre science. Tu es bien obligé d'aller discriminer de l'information pour aller choisir celle qui va être pertinente dans ce que tu recherches. Donc, en fait, un biais, c'est une partie du signal qui peut être regroupée. Donc, ça peut être sous une catégorie comme le genre, mais ça peut être... Alors, si elles ont des impacts discriminatoires, ça peut être lié à l'âge, ça peut à ton origine sociale, géographique, tout plein de choses. Mais ça peut être aussi un biais, une couleur. C'est-à-dire que tu décides que le rouge, je sais pas, t'en veux pas parce qu'il faut absolument qu'on évite le rouge dans ce que tu dois prédire, ce que ta machine doit prédire. Eh ben, on peut aller justement tacler le rouge, tu vois, et mesurer à quel point le modèle va choisir le rouge, et puis lui interdire le rouge. Okay. Après, le jugement de se dire que le biais est un problème ou est discriminant, c'est pas le problème de machine, en fait. C'est bien notre problème à nous, de la société. Et du coup, quand on travaille là-dessus, il est sur une discrimination. Oui. Donc, tu vas me dire, par exemple, discrimination à l'emploi vis-à-vis de l'âge. C'est un sujet. Et là, ça concerne
hommes et femmes, il faut que nous, on analyse dans le signal. Donc le signal, pour nous, c'est le texte. On est spécialiste des modèles de langue, donc de texte. Où, à quel endroit et comment s'exprime cette discrimination. Sur le genre, on a vu que c'était la corrélation entre le mot, en gros, femme et homme, et d'autres mots. Genre pourvoir, le soin, tu vois, tout ça. Sur l'âge, c'est différent. Nous, on est allé chercher, par exemple, le style de langage. Style, ouais, tu vois. Et voilà, c'était pas la même manière. On peut aussi utiliser des corrélations, mais c'est pas la même manière. Cette discrimination ne s'exprime pas de la même manière dans le signal que le genre. Le style de langage, c'est-à-dire l'expression, les expressions, la manière dont tu écris, voilà. Okay. D'utiliser, on en parlait précédemment, le vouvoiement ou pas, ça peut être, mais aussi une manière d'écrire en fait. Et ça, les modèles de langue les repèrent très bien d'ailleurs. Ok, trop intéressant. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans vos témoignages, c'est que vous parlez de votre militantisme féministe qui était au cœur de votre volonté d'aller vers l'IA et d'utiliser l'IA pour régler les problèmes systémiques de nos sociétés. Quand on sait que c'est un domaine où il y a très peu de femmes qui y travaillent, moi, ça me plaît énormément comme démarche. Ça va à l'encontre de ce qu'on entend souvent. Et 20 ans après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez toujours les mêmes intuitions ? Alors, 20 ans après, pas dans l'IA, mais 20 ans après dans la tech. Vous êtes convaincu que l'IA peut nous aider à régler les problèmes de notre société ? Ah bah moi, c'est comme ça que j'ai... avec Benoît, on a fondé Goumbias. C'était pas... Au départ, c'était avant la publication grand public de ChatGPT, ça c'est important. On savait qu'il y avait des risques de discrimination sociétaux, mais nous, on a voulu utiliser l'IA pour régler nos problèmes de discrimination. Pourquoi ? Parce que, en effet, après 20 ans de militantisme, convaincre par les mots, par les démonstrations, par les études, ça a aussi ses limites. Aujourd'hui, on n'arrive plus à convaincre. Le dialogue est très compliqué sur ces questions-là d'égalité homme-femme. Et je m'étais dit, l'IA peut nous aider à au moins, ce qu'elle a, c'est qu'elle montre les choses. Elle est très réflexive. Donc, on a un algorithme, par exemple, où tu peux passer un texte et voir à quel point il y a des stéréotypes ou pas. Et ça aide beaucoup. Qui est l'intermédiation de la machine, en fait, qui nous montre, qui nous révèle que oui, là, il y a peut-être des stéréotypes. Alors que si tu engages la discussion comme ça, en disant, j'en sais rien, moi, ton texte de rap, il est sexiste, etc. Les discussions sont compliquées. Avec la machine, au moins, on se dit, ok, tiens, c'est intéressant, elle a objectivé peut-être un stéréotype, et le dialogue est beaucoup plus facile. Donc ça, c'était vraiment le premier truc qu'on a fait avec Goumbias, c'était de créer cet algorithme-là, qui au moins révèle les stéréotypes dans les corpus de texte. Et généralement, donc, c'est quand vous montriez... est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur comment ça se passait quand vous ouvriez... vous montriez la charge stéréotypale, je crois. Oui, d'un texte. C'est très concrètement, tu vois, avec des lycéens. Moi, je parle beaucoup de ces sujets-là. Et du coup, je leur demandais, est-ce que tu veux tester un texte ? Et on le rentre dans... comme Google, quoi. Tu copies-colles ton texte et tu le rentres dans un truc, dans un box de search. Et puis, la machine va phrase par phrase voir s'il y a des stéréotypes. Donc justement, des corrélations qui seraient éventuellement chargées en termes de stéréotypes. Et tu obtiens un score. Et tu vois ton score. Et puis après, tu peux même aller regarder phrase par phrase ou quelles sont les phrases, en fait, qui vont poser problème. Et à partir de ce moment-là, les jeunes discutaient et engueulaient la machine, donc ils s'engueulaient plus entre eux, ou commençaient à expliquer non mais si elle a donné elle a calculé comme ça parce que on essayait d'expliquer en fait pourquoi la machine avait calculé comme ça, et en fait en essayant d'expliquer tout simplement le dialogue se faisait autour des stéréotypes. Oui, ils se rendaient compte en fait. Ouais, et puis c'était plus une adresse directe, tu vois. Entre toi et moi, c'était il y a un tiers qui est une machine qui nous fait une proposition et on en parle. Et donc, ça permet de réinstaurer un dialogue sur des sujets qui ne sont pas toujours très faciles à entamer. Ouais. Et d'ailleurs, donc, vous dites que ce n'est pas toujours facile d'entamer ces dialogues. Dans le monde de l'IA, quand vous êtes arrivé avec ce militantisme féministe, est-ce que vous avez eu un écho ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes
Vous avez réussi à vous trouver d'autres alliés dans votre cause ? Oui, alors j'y suis allée avec évidemment mon militantisme, mais le but était pas forcément de convaincre le monde de l'IA. Ouais. Alors, le jour où, par exemple, j'ai communiqué sur cet algorithme-là qui calcule les stéréotypes dans les textes, je l'ai fait sur LinkedIn et j'ai eu 2 réactions. La première, c'est beaucoup de femmes de l'IA, donc des data scientists, des développeuses, qui m'ont exprimé par DM le fait qu'elles avaient été harcelées et qu'elles arrêtaient le métier. Alors déjà qu'elles n'étaient pas beaucoup à arriver dans ces métiers-là. Et ça, j'ai été très surprise, quoi. J'ai reçu au moins 10 messages comme ça. Alors que bon, je ne parlais pas spécifiquement du problème du sexisme dans l'IA. Je parlais plutôt du sexisme en général et comment l'IA peut... Et les autres messages, c'était des mecs qui m'écrivaient en disant « Bon, ça ne m'intéresse pas ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous êtes charmante !» Et je me dis « Mais enfin, ça va pas. Est-ce que vous avez lu ce que je faisais ?» Et je me suis dit « Mais à quel point ?» Enfin, j'en rigolais, mais en même temps, je me dis « C'est pas possible d'être à ce point-là. » Et c'est là où, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème de harcèlement, on va pas dire alors dans l'IA, mais bon, dans le monde de la tech. Et ce qui est très curieux, ça, par contre, moi, dans mon expérience de la tech, peut-être parce qu'il était très aux États-Unis, peut-être aussi parce qu'il était très dans les cellules d'innovation, je n'ai personnellement pas ressenti. Alors, je voyais bien que la partie technique était extrêmement masculine, mais peut-être parce que je portais le message des utilisateurs, peut-être parce que... Mais c'est vrai que moi, dans mon quotidien, je ne l'avais pas ressenti. Donc, ce premier retour testimonial de femmes en souffrance m'a beaucoup... m'a choquée, ouais. Okay. Et dans nos échanges avant d'enregistrer le podcast, vous me disiez que pour vous, c'est hyper important que les femmes, notamment, s'emparent de l'IA. Et pourquoi ? Pourquoi il faut que les femmes s'intéressent à l'IA ? Pourquoi il faut qu'elles l'utilisent ? Alors, d'abord, c'est un fait, les femmes utilisent 40 fois moins les IA, en tout cas les IA, celles dont on parle encore, les ChatGPT, les Mistral, Gemini et compagnie, que des hommes. C'est un problème, parce que déjà, ces machines, alors même si techniquement elles ne se réentraînent pas sur la manière dont vous les utilisez, mais quand même, s'il n'y a que des hommes d'une certaine catégorie socio-professionnelle, d'une certaine culture les utilisent, ces IA, elles ne vont être confrontées qu'à une certaine culture. Donc c'est important qu'un maximum de gens, dans leurs différentes langues et dans leurs différentes origines sociales, âge, génération, utilisent ces IA, parce que ça va confronter ces IA aussi à la diversité, ça c'est important. Deuxièmement, parce que ces IA sont quand même formidables pour plein de choses, notamment pour vous aider, c'est des aides à la rédaction, mais pour vous aider à écrire, par exemple, à l'administration, à vous sentir plus à l'aise avec, en l'occurrence, la langue française, et donc à aussi oser prendre la parole. Et ça, c'est quand même génial, c'est qu'elles vous aident à ça. Et puis, comme elles ont été quand même entraînées sur le monde du web, et le monde occidental est quand même capitalistique, c'est aussi formidable pour comprendre aussi le système dans lequel vous évoluez. Alors, je vais donner un exemple concret. Vous postulez pour une entreprise, utilisez l'IA pour comprendre cette entreprise. Alors, vous pouvez aller sur Google, vous me direz, et puis vous allez lire des pages et des pages du site web corporate de l'entreprise. Mais d'interagir avec cette IA, c'est avec vos mots, avec votre propre pensée, et vous allez pouvoir un peu... C'est comme si vous interagissiez, par exemple, avec l'entreprise un peu avant d'avoir votre rendez-vous pour candidater. Donc ça, c'est des exemples, mais voilà, elles sont formidables pour ça. Et puis, troisièmement, parce que les femmes, aujourd'hui, éduquent les enfants. Les hommes, évidemment, sont là, mais la charge d'éducation est aux femmes. Et les enfants et les ados vont utiliser ou utilisent déjà ces IA. Donc, c'est pour les guider, même si les enseignants vont le faire. Mais c'est important de comprendre ces IA-là, pour comprendre leurs limites, pour comprendre tout le potentiel aussi qu'elles peuvent avoir, et aussi éduquer correctement nos enfants au numérique. Alors bon, il a fallu qu'on se mette aux réseaux sociaux, maintenant c'est à l'IA, mais voilà, c'est aussi important pour ça. Oui, vous me parliez même parce que les femmes sont souvent plus aidantes que les hommes. Exactement, puis aussi sur les générations, nos aînés aussi. Donc oui, et puis elles sont en charge éducative. Ouais. Oui, et d'ailleurs, là, vous parlez donc
d'élargir et de permettre à tout le monde de comprendre et d'embarquer sur l'IA. Mais vous m'aviez évoqué ce risque quand on avait échangé sur le fait qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves et qui sont dans la promesse de remplacer les humains, alors que même la technologie n'est pas encore totalement déployée. Et vous m'aviez dit que vous vouliez réinventer les imaginaires sur l'IA. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Voilà, il y a plusieurs sujets. Oui, là, c'est clairement des vendeurs de rêves aujourd'hui sur l'IA, donc les OpenAI, beaucoup les Américains jouent ce jeu-là. Et d'ailleurs, ils nous forcent à l'appropriation, hein, c'est intéressant. Donc, en rendant public et gratuit, évidemment, ChatGPT en 2022, alors quand bien même, dans notre domaine, on disait il ne faut surtout pas le mettre sous forme de chatbot parce que ça induirait les gens en erreur en pensant que c'est des humains, enfin, d'humaniser la machine, c'est un problème. Bon, eux l'ont fait. Là, si vous utilisez Microsoft Office, maintenant, vous avez, même si vous n'avez qu'un compte particulier, vous avez accès à Copilot. Donc voilà, dans vos téléphones aussi, on vous pousse les IA gratuites. Donc ils veulent vraiment tous nous équiper. Et puis ils n'arrêtent pas d'expliquer aux entreprises que s'ils n'adoptent pas l'IA très 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 vite, tout le monde va disparaître. C'est pas la bonne idée parce qu'en effet, d'ailleurs, on ne sait pas tellement ce qu'on va en faire dans les entreprises. Les entreprises sont en train de se poser la question, mais on voit aussi que ces IA qui sont très généralistes, elles ont des limites parce qu'elles ne peuvent pas traiter forcément d'un cas métier ou d'une culture métier. Et puis, le vrai risque, c'est du coup, sous couvert de prétexte que l'IA peut remplacer les humains, on les remplace pas, mais on supprime les postes en fait. Et donc l'IA prétexte à réduire les effectifs. Là aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'était le sujet. Et ton deuxième sujet, je sais plus, c'était réinventer les imaginaires. Oui, oui, ça c'est. Alors du coup, ils sont partis sur 2 trucs pour nous vendre la sauce. C'est faire une intelligence artificielle générale qui va remplacer le cerveau humain. Mais pourquoi en fait ? On n'en a pas envie. Puis deuxièmement, techniquement, c'est pas. Pour plein de raisons, elle n'est pas du tout capable de le faire. Elle a une puissance, je dis pas, mais c'est pas là que ça se passe. Donc soit tu as un imaginaire très fort, aussi un peu catastrophique, du coup, tu vois, c'est l'IA, ou soit certains qui disent non, mais c'est juste de l'aide à la rédaction, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a un juste milieu. L'IA a des formidables opportunités et des risques. Et oui, l'imaginaire, c'est aussi... si on définit un juste imaginaire dans une techno, on va lui définir des justes usages et utilités. Donc, moi j'aime bien, dans la science-fiction, il y a Becky Chambers qui a écrit Le moine et le robot, qui décrit un monde assez intéressant avec de l'intelligence artificielle, un rapport à la nature, voilà, qui est enfin différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et je pense qu'il faut continuer à essayer d'explorer d'autres imaginaires autour de, je veux dire, la technologie en général, quoi, pas que l'IA. Oui. C'est un super mot pour la fin. Là, on va conclure cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin pour nos auditeurs et nos auditrices ? Si vous, en utilisant donc ces IA, que ce soit celles qui génèrent du texte ou de l'image, et vous constatez justement des stéréotypes et des discriminations, si vous avez des réseaux sociaux... justement dénoncez-les avec humour, mais je pense que c'est ça aussi. Il faut montrer qu'on n'est pas à ces gens qui nous vendent ces IA, qu'on n'est pas stupide et qu'on voit aussi les choses et qu'on pourrait tous un peu les améliorer, quoi. Oui, voilà. s'approprier et voilà. Parce que tant qu'on les voit, on peut agir. Le jour où ces systèmes d'IA seront dans les moteurs de recommandation, où nous, utilisateurs, on ne verra plus ce qu'elles vont proposer. Le vrai risque, c'est l'exclusion algorithmique. C'est que d'un coup, vous ne voyez plus d'offres d'emploi qui vous intéressent ou des recommandations de crédit. Mais pourquoi ? Parce que vous serez exclu algorithmiquement. Et ça va être très compliqué parce qu'on ne va pas forcément le voir. Donc tant que c'est gratuit, tant que ça se voit, tant qu'on peut encore, et que tous décident encore sur cette technologie, prenez la parole dessus. Ouais. Restez vigilants et vigilantes. Ouais, testez, et puis voilà, c'est en construction encore, donc on peut encore agir. Super, merci beaucoup. C'est l'heure de conclure. Merci du fond du cœur, Daphné Marna, pour ce partage, pour votre engagement et tout le travail que vous faites pour permettre à l'IA d'être plus inclusive. On peut vous retrouver sur LinkedIn et sur Unbias, donc Daphné Marna. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de m'avoir donné le micro pour ce premier épisode en collaboration sur Parlez-moi d'IA. Merci aussi à vous, chères auditrices et auditeurs,
N'oubliez pas de liker cet épisode et qui sait, de le partager sur les réseaux sociaux s'il vous a plu. Parce que ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler les algorithmes. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À très bientôt.